Mardi 13 avril 2018 et bienvenue à Actu Débat consacré au sujet d'actualité politique et socio-économique. Et comme tous les vendredis, nous recevons pour vous Firmé Teko Ago, Firmé Teko qui n'est pas à présenter. Firmé, bonjour. Bonjour Ali Chiraf, merci de m'avoir invité. Alors voilà, vous aurez remarqué, ce n'est pas la voix habituelle. Moi, c'est Ali Achiraf et cette fois-ci, pour ce jour, nous allons débattre de questions d'actualité. Il s'agit de la politique. Nous allons également parcourir le secteur économique. Ensuite, nous allons parler du secteur social. Alors, le menu de cette édition, nous allons parler de la manifestation interdite par le gouvernement et la manifestation de la coalition de l'opposition les mercredis, jeudis et samedis. Et en outre, nous allons également parler de ces leaders-là qui se prononcent sur une tentative d'assassinat. Il s'agit de Jean-Pierre Fabre qui s'est prononcé cette semaine. Nous allons également parler de Djeri Tama et du PDP, du CPP qui rencontre aujourd'hui même, n'est-ce pas Firmé? Bien évidemment. Et donc qui rencontre la presse. Ensuite, dans le secteur de l'économie, on parle du taux d'endettement qui a baissé de 82% à 71%. Et nous allons voir les facteurs qui ont favorisé surtout cette baisse du taux d'endettement du Togo. Exactement, Ali Achiraf. Alors, politique, manifestation interdite. Firmé, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a encore quelque chose de nouveau sous ce soleil? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a jamais dites ici, sous cette antenne, ou ailleurs? On dit, avant la manifestation, il y avait des articles qui avaient été écrits, publiés par les journalistes, bras de fer entre le gouvernement et la C14, le gouvernement qui interdit, la C14 qui maintient. Et on a vu ce que ça a donné les mercredis et jeudis. Vous savez, est-ce que l'opposition, la première question, est-ce que l'opposition avait ce droit-là de manifester? Première réponse, la constitution togolaise n'interdit pas la manifestation. C'est la première réponse. Mais qu'est-ce qui a été convenu? Ce qui a été convenu, c'est que lors du dialogue qui est ouvert le 19 février dernier, Ouais. et qui se poursuit, mais les activités sont suspendues pour le moment, il a été convenu que les deux parties s'entendent sur la suspension des manifestations, c'est-à-dire UNI, le parti au pouvoir, et la C14 se sont engagés à suspendre les manifestations durant la période du dialogue. Des engagements du dialogue entre les deux parties. Entre les deux parties, bien évidemment. Donc ça veut dire jusqu'à ce que le dialogue n'aboutisse ou ne finisse, il n'y aurait pas de manifestation politique dans les rues du Togo. Ça a été un engagement. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'opposition a manifesté. Si par hasard, il advenait que le gouvernement ait voulu manifester, ou le parti au pouvoir ait choisi de manifester, et que l'opposition aussi de son côté disait, oh, donc vous êtes en train de violer l'accord, donc nous aussi on va vous suivre. Là on dirait que l'opposition a raison. Mais c'est un accord qui a été conclu par les deux parties. Vous savez, ceux qui nous écoutent, Ali Achiraf, je voudrais faire cette mise au point, que ceux qui nous écoutent très bien. Parce que nous ne sommes pas ici pour faire du militantisme, pour faire un débat passionné, mais nous sommes ici pour expliquer le droit, la logique, parce que nous sommes journalistes et les journalistes sont des légalistes. Évidemment. Donc, c'est ce qui a été convenu. Un accord, les gens disent que l'accord n'est pas au-dessus de la Constitution. Mais regardez, est-ce qu'il y a des accords qui ont été signés dans ce pays? Qu'est-ce qu'on a? Un accord, c'est quoi? Un accord, c'est une convention. Quand on parle de convention, c'est la jonction de deux volontés. Une convention, c'est un accord de volonté. Donc, c'est la jonction de deux volontés. Deux volontés s'engagent à faire ceci, à faire ci, à faire ça. Vous savez, je vais vous étonner. Celui-là qui m'a fait ce cours, c'est le professeur Woulou. Professeur à l'université, c'est lui qui m'a parlé de convention des accords quand on faisait le droit à l'université de Lomé.
le professeur Oulu. Donc, il maîtrise bien ce que je suis en train de dire. Le professeur Oulu et d'autres juristes qui sont dans cette coalition. Donc, c'est un accord de volonté. C'est la jonction de deux volontés. Et donc, vous promettez ceci et vous le respectez. Et encore que, dans le Code civil français, ce qui a été reconduit dans la législation togolaise, c'est que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être résiliées unilatéralement. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Donc ça veut dire que, en réalité, ce que l'opposition a signé comme engagement avec le pouvoir, c'est qu'elle ne devrait jamais en aucun cas se soustraire à cet accord. Elle ne devrait résilier cet accord unilatéralement. Cela devrait se faire de façon bilatérale. Donc, du moment où l'opposition manifeste aujourd'hui, où elle choisit de manifester, cela suppose simplement, ou cela voudrait dire clairement que l'opposition togolaise a manqué au respect de cet accord-là. Oui, Firmin, vous avez dit l'opposition a manqué au respect de cet accord, mais au même moment, l'opposition jette du tort au parti du pouvoir, puisqu'ils se disent que le parti est en train d'organiser des élections unilatérales. Oui, vous savez, non, je suis en train de parler de l'engagement qui a été pris. Il a été dit que les deux partis doivent suspendre l'organisation des manifestations politiques. C'est ce qui a été des élections. Non, sur ce point, non. Non, ne faisons pas l'amalgame. C'est ce qui a été convenu. Maintenant, ensuite, les élections sont arrivées, la préparation des élections sont arrivées après. C'est-à-dire, ce point a été discuté après. Ils étaient allés voir le facilitateur et ils ont été... Et il a été dit que le gouvernement devrait discuter avec la CENI, parce que la CENI, c'est une institution indépendante. Écoutons bien ceci. La CENI, c'est une institution indépendante. La CENI, le gouvernement ne doit pas arrêter imposer. Donc, c'est une discussion avec la CENI pour aboutir au ralentissement ou à la suspension des activités de la CENI. Voilà. Si, à ce niveau, le gouvernement ne respecte pas son engagement, donc, si l'opposition veut aller contre ou vous critiquer, il lui faudrait en réalité d'aller voir simplement le facilitateur pour qu'il puisse régler la situation. Je pense que c'est ce qui a été fait le lundi où la coalition s'est rendue à Accra. Oui, maintenant, la coalition va voir le facilitateur. Regardez aussi, la coalition va voir le facilitateur. Et le facilitateur leur dit que le chef de l'État, bon, c'est selon ce que la coalition a dit, que le chef de l'État lui aurait dit que le pays ne devrait pas tomber dans un vide constitutionnel, qu'il ne voudrait pas être frappé par les délais constitutionnels, que les élections doivent se poursuivre. En réalité, ils devraient poursuivre la discussion. Eux, ils sont allés avec une menace qu'ils brandissent. Nous allons manifester. Vous savez, quand vous menez un dialogue et avec un étranger comme facilitateur, il va falloir faire attention. Parce que si vous ne faites pas attention, c'est ce que la coalition est en train de faire, vous perdez toute votre crédibilité. Et ce que la coalition est en train de faire, il y a un accord qui sous-tend l'organisation ou le déroulement de ce dialogue. Le facilitateur, il suit tout de près. Et maintenant, vous êtes allé dire au facilitateur, nous voulons manifester. Qu'est-ce que vous voulez que vous attendez à ce que le facilitateur vous dise quoi? Oui, mais le problème qui se pose actuellement, c'est que la coalition est en train de droiter le pouvoir en place, comme quoi le pouvoir est en train d'organiser des élections unilatéralement. C'est ça le problème. Oui, unilatéralement. Vous savez, on a ouvert la CENI. Il faut qu'on comprenne cette chose. On a ouvert... la CENI a entamé ses travaux. Écoutez, l'opposition, la C14, avait sa place, a toujours sa place là-bas. Jean-Pierre Farah, les partis parlementaires, ils ont toujours leur place à la CENI. Personne n'a encore pris leur place. Ce qui devrait faire réalité, c'est dès l'entame de ce dialogue, il devrait toucher déjà le point cadre électoral. C'est ce qui devrait être fait. Le point cadre électoral. Mais ils n'ont pas encore fait ça. Mais moi, ce que je veux dire, je ne dis pas à l'opposition qui ne doit pas manifester. C'est le problème. Ça les engage, les politiciens. Ça les engage. Mais nous sommes en train de décrypter. Si vous voyez que l'opposition, le pouvoir poursuit toujours l'organisation des élections et que le pouvoir tient
à ne pas tomber dans le vide constitutionnel, trouver un terrain d'entente pour dire au pouvoir, ou quand ils étaient allés chez le facilitateur, ils devraient dire au facilitateur, en réalité, il faut que le pouvoir suspende cela, il doit redire cela, et que les discussions tiennent compte du cadre électoral. L'opposition, c'est comme l'opposition relègue au second plan le cadre électoral, alors que c'est ce cadre qui devait être assaini et qui devrait permettre la transparence des élections. Mais ils ont dit que le cadre électoral n'est pas assaini. Ils disent que le cadre électoral n'est pas assaini. Or, dans les points du dialogue, dans les points à discuter au dialogue, il y a ce que le cadre électoral. Et nous avons toujours clamé, nous avons toujours dit sur cette antenne que ce qui devrait être leur préoccupation devait être relatif à l'assainissement du cadre électoral. Ils n'ont pas fait ça. Donc, ils ne parlent pas du cadre électoral et le gouvernement poursuit. Je ne dis pas que ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une bonne chose. Mais il faut que l'opposition ait de la méthode dans tout ce qu'elle fait. Moi, ce que je trouve un peu ahurissant, ce que je trouve un peu déplorable aujourd'hui, c'est que l'opposition a perdu toute sa crédibilité face au facilitateur. Parce que le facilitateur, c'est lui qui gérait la chose. Vous êtes entendu sur un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, vous dites au facilitateur, vous voulez marcher, et le facilitateur dit, ok, il prend acte. Normalement, la C14, à l'international, devait dire non, on n'organise pas de manifestation, mais ils peuvent toujours organiser des sorties médiatiques pour dire non, on ne veut pas que le gouvernement poursuive ça. Et la pression devrait aboutir à ce que le gouvernement suspende. Et l'organisation des élections et l'autre chose qu'on puisse poursuivre le dialogue. Ils veulent juste manifester. Et le drame aujourd'hui, c'est que si l'opposition est en train de perdre des choses au niveau à l'international, parce que quand vous signez un accord et qu'il y a un étranger avec vous et que vous ne respectez pas cet accord, quand on va poser des questions, quand le facilitateur sera interrogé par la France ou par la Guinée équatoriale ou par le Rwanda, parce que c'est le Rwanda qui a sur la présidence de l'Union africaine, quand on va lui dire mais qu'est-ce qui se passe au Togo, il va dire mais nous n'avons pas, l'opposition togolaise n'est pas sérieuse parce que nous nous sommes dit qu'il n'y aura pas de manifestation. Maintenant eux, ils ont tenu à organiser une manifestation. Et monsieur Chéraf, je vais vous dire ceci. Vous savez, quand j'entends des juristes parler et qui disent qu'en réalité, l'accord n'est pas au-dessus de la Constitution. Ah bon? Vous savez, je vais vous dire une chose. Oui, allez-y. Vous savez, un arrêté ministériel n'est pas au-dessus de la Constitution. Mais regardez, vous savez, jusqu'à la loi Boudjouna, vous savez ce qui régissait la manifestation politique, les manifestations politiques togolaises au Togo, les manifestations politiques au Togo, c'était un arrêté qui avait été signé par le ministre de l'Intérieur en 1994. Et c'est cet arrêté-là qui régissait l'organisation d'une manifestation. Pourtant, la Constitution dit qu'il faut manifester. Mais l'arrêté disait à l'époque qu'on ne pouvait pas manifester les jours, voire que c'était juste les week-ends qu'on avait le droit de manifester. Voilà. Mais il y avait la Constitution. Non, en réalité, quand la Constitution dit qu'il faut manifester, il y a une Constitution, vous pouvez manifester tous les jours. Mais il faut qu'il y ait une disposition qui réglemente l'organisation des manifestations. Et je pense que c'est dans ce sens que la loi Boudjouna est... C'est dans ce sens que la loi Boudjouna est arrivée. Et aujourd'hui, il y a un accord qui a été signé par les deux parties. Et puis quand les gens disent que l'accord n'est pas dessus, écoutez, ça m'étonne. Du moment où cette opposition-là a toujours clamé l'accord politique global dans ce pays. Écoutez, est-ce que l'accord politique global est au-dessus de la Constitution? Mais l'opposition a toujours tenu à ce que cet accord-là soit respecté. Aujourd'hui, non? Est-ce que cet accord-là est en dessous de la Constitution ou au-dessus de la Constitution? Donc, il faut éviter de faire l'amalgame ou d'exposer, je ne sais pas comment le dire, de jouer sur les mots, sur la terminologie, sur le vocabulaire. Si on fait que ça, on ne va pas avancer. Ce qui est important aujourd'hui, l'opposition en réalité devrait suspendre l'organisation de ces manifestations et penser à autre chose. Parce qu'en réalité, cela ne lui sert pas. Oui, Firmin Tekouagbo, nous allons avancer. Et selon vous, est-ce que vous pensez que le dialogue est voué déjà à l'échec? Bon, vous savez, j'ai écouté le ministre Gilbert Bahara. J'ai lu une publication dans un journal, on dit l'homme de confiance de Fagne Assingbe. Quand on dit l'homme de confiance de Fagne Assingbe, donc ce qu'il dit, quelquefois, à moins que Dieu n'aille à contre-courant de bonne volonté, il faut prendre ce qu'il dit comme un parole d'évangile. Il a dit que l'opposition a brisé les sous-bâtiments
l'aboutissement de ce dialogue. Donc, ils vont assumer toutes les conséquences. Oui, c'est grave ce qu'il a dit. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire simplement que le dialogue, moi, je ne veux pas être ce final. Tout le monde sait en réalité ce qui va se passer. Parce que l'opposition a déjà tout brisé. Et aujourd'hui, le gouvernement peut se dire à l'international que le minimum d'accord, l'opposition n'allait pas le respecter. Donc, ils ne veulent pas tomber dans un vide constitutionnel. Ils vont poursuivre la gagnante des élections. Et si l'opposition à C14 le fait, attention, c'est qu'il va encore quémander le dialogue. Parce que le gouvernement va avancer. Le gouvernement togolais va avancer. Parce qu'on dit que, bon, vous n'êtes pas sérieux au niveau du dialogue, donc on va avancer. Donc, si la C14 ne prend pas garde ou ne revoit pas ses positions, et veut toujours manifester, le gouvernement va avancer. Vous savez, ce qui n'arrange pas l'opposition, c'est que il n'y a pas de crise profonde où les institutions ne marchent pas. Tout marche dans le pays. Tout marche dans le pays. C'est une continuité. Oui, c'est une continuité. Oui, tout marche au fait. C'est une crise, on conteste le président de la République, on dit qu'il y a souci, on veut le vote de la diaspora, on veut retour à la Constitution, retour aux fondamentaux, puis on a changé le vocabulaire après, retour aux fondamentaux de la version originale de la Constitution de 1992. Donc tout cela, en réalité, ça ne peut pas empiéter sur le fonctionnement normal de l'État. Donc, comme l'opposition ne veut pas ou veut brandir ces menaces de manifestation, et a déjà même entamé une nouvelle série de manifestations, l'opposition, le pouvoir en place peut poursuivre l'organisation des élections. Peut-être la semaine prochaine ou dans les jours à venir, on peut lancer le recensement, après on peut faire le référendum, on peut faire les locales, on peut faire les législatives, parce que c'est ce que nous avons toujours dit. Nous avons une opposition qui donne toujours tout un boulevard au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir a des arguments. Un, il interdit les manifestations. Deux, le pouvoir peut dire, nous avons un boulevard, on peut agir parce que nous n'avons pas en face de nous des gens sérieux, des gens qui sont activistes. Vous savez, M. Chirac, ce que l'opposition est en train de faire aujourd'hui et que je trouve regrettable, c'est que nous avons une opposition qui se comporte toujours comme les années 90 ou les années 60. Oui. Est-ce que vous pouvez vous expliquer? Oui, regardez un peu dans la région Ouest-Afrique. Est-ce que vous voyez encore une telle opposition? Vous savez, en Guinée équatoriale, il y a juste à peine un journal ou deux journaux. Il n'y a pas de journaux privés en réalité. Il n'y a pas de journaux privés. C'est un pouvoir qui est là, qui fait déjà plus de 30 ans au pouvoir. C'est un régime qui est là, qui fait plus de 30 ans au pouvoir. Vous savez là où reste souvent l'opposition reste dans la diaspora et critique le président depuis la diaspora. Au Zimbabwe, vous voyez ce qui se passe. Au Kenya, vous voyez la manière dont les opposants se comportent. Au Bénin, regardez, nous avons juste une opposition qui se comporte toujours de la même manière. En Guinée équatoriale, le pouvoir n'a pas changé depuis des années. Au Rwanda, le pouvoir n'a pas changé depuis 1994 et autres. Dans d'autres pays, dans plusieurs pays, le pouvoir n'a pas changé. Mais vous voyez un peu la manière dont se comportent ces opposants. Au Togo, nous avons une opposition qui reste toujours dans l'activisme et qui se comporte toujours comme les années 60 ou les années 90. C'est regrettable. C'est ce qui fait que le pouvoir en place il y a des réformes profondes. Le pouvoir en place ne va pas le faire parce qu'en face d'eux, ils n'ont pas d'alternative crédible. Ils n'ont pas d'hommes vraiment politiques qui pourraient les contraindre à faire un certain nombre de choses. Regardez le minimum du dialogue. Oui, mais je pense que le pouvoir a toutes les possibilités d'engager. On a parlé de dialogue. Nous sommes aujourd'hui au 27e dialogue. Mais je pense que puisque le pouvoir a toutes les possibilités d'ouvrir des brèches à la coalition des 14 partis de l'opposition et d'autres coalitions, je pense qu'ils peuvent au moins essayer de... nous avons vu d'inviter ces opposants-là à discuter concrètement de ce qu'ils veulent pour qu'aujourd'hui le pays se libère. Voyez-vous, dans la sous-région, nous avons vu des alternances. Mais pourquoi pas le Togo? Au moins ouvrir une brèche pour que au moins la République, les institutions de la République puissent bien marcher. La population a fait, mais malgré les efforts. Ok, je vais vous dire une chose, M. Richard. Vous êtes intéressant. Je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a quelque chose que vous ne devez jamais oublier. Quand on parle de pouvoir, on ne peut pas signer l'arbre sur lequel on est assis. Première chose.
Deuxième chose, quand vous êtes opposition et que vous venez discuter avec le pouvoir et que vous montrez au pouvoir que c'est votre fauteuil que nous voulons, que vous devez partir, le pouvoir est braqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir de quoi discuter et rassurer le cas d'en face. C'est ce que nous avons toujours dit ici. Il faut toujours rassurer le cas d'en face. Quand vous venez vers les gens et vous leur dites, remettez-nous le pouvoir et on va gérer. Et après, il y a des gens même qui disent, on va prendre leur terre, ils ont acheté nos terres à vil prix et nous allons les prendre tout ça. Quand vous voyez tout ça et vous parlez à un régime qui est puissamment armé, et quand vous dites des choses comme ça, le pouvoir est là, il ne fera rien. On parle de pouvoir, on ne parle pas de gouvernement où le Premier ministre peut démissionner, où on peut faire sortir un ministre ou faire rentrer. C'est tout un système. Et quand on parle de système, c'est encore plus grave. Quand on parle de système, même Fonia Singbe, c'est un individu du système. Le système est plus puissant. Regardez, j'ai toujours dit que le système est plus puissant qu'Iyadema. Parce que Iyadema est mort, l'individu Iyadema est mort, mais regardez, le système est toujours là, est plus puissant qu'Iyadema. J'ai dit quelque chose, peut-être vous n'avez pas écouté à l'époque. Quand les Agboibor et Dem Kodjo étaient allés voir Iyadema à la veille des législatives de 1994, avec un accord que les deux avaient signé en disant que si les élections se posent comme ça, soit vous me nommez Premier ministre lundi, vous me nommez Premier ministre, et l'autre dit oh, je suis le président de l'Assemblée nationale. Et Iyadema leur a dit simplement qu'il y a la Constitution et ils vont venir me présenter ce bout de papier. Qu'est-ce que je vais aller dire à mes officiers? Qu'est-ce que je voudrais essayer de démontrer? Ça veut dire que c'est tout un système. Des fois, les présidents, les chefs d'État ne sont que des individus de ce système-là. Donc, pour couper court à ce niveau, il faudrait simplement que l'opposition soit concrète dans ces dialogues-là. L'opposition soit concrète dans ces discussions-là. Que l'opposition soit concrète. Sinon, le pouvoir va rester là. On ne peut pas faire de la politique, on ne peut pas faire de la politique et ne pas rassurer le camp d'en face et dire qu'on veut le pouvoir après. Quand les gens disent qu'ils veulent gouvernement de transition, et ils ne disent même pas ce qu'ils veulent faire de Fonia Singbe, ils disent gouvernement de transition, donc après on va faire un gouvernement de transition sans Fonia Singbe, et ils se disent donc on va les appeler du jour au lendemain. Il y a des gens qui disent même qu'ils veulent qu'on leur offre le pouvoir sur un plateau d'argent. Donc Fonia Singbe va les appeler, va dire nous sommes fatigués, venez prendre le pouvoir, donc vous gérez le pouvoir comme. Écoutez, ce n'est pas de la peine. L'opposition doit être sérieuse dans ses comportements. L'opposition doit être sérieuse. Sinon, le pouvoir est là. Le pouvoir est là. Que l'opposition sorte de cette politique des années 60 et aille négocier. La politique, c'est la négociation. L'opposition ne veut pas bien négocier. Il faut sortir de l'activisme. D'accord, fidélité. Et nous parlons des manifestations. Le mercredi, c'était le premier jour et nous avons vu des leaders qui ont été emportés par cette scène de violence un peu partout et donc des voitures qui ont été caillassées. Nous avons également vu des voitures, une voiture du ministre de l'urbanisme qui a été également emportée dans cette manifestation. Comment les choses sont-ils arrivées jusque-là? Vous savez, comment les choses sont arrivées là? Vous savez, la première question que je me pose, est-ce qu'on ne pouvait pas éviter ça? Ça là, ça sert à quoi? Et ça sert à qui? Et ça sert à quoi? Quand on vend la voiture d'un ministre du gouvernement qui est caillassée, la voiture des leaders de l'opposition, des leaders de l'opposition qui se disent blessés, ça sert à quoi? Quel est le résultat? Qu'est-ce que l'opposition veut exhiber? Qu'est-ce que l'opposition attend de cela? Est-ce qu'on ne pouvait pas éviter ça? Est-ce qu'on ne pouvait pas éviter ça? C'est une situation que nous regrettons d'abord, c'est une situation que nous trouvons déplorable, que dans un pays où il y a on organise des manifestations et nous on a des voitures des opposants qui se retrouvent endommagées. C'est une situation que nous regrettons. Oui, je rappelle que ces manifestations ont été déclarées pacifiques, mais nous avons vu ce qui s'est passé sur le terrain. Monsieur Achira, vous êtes terrible. Dites plutôt manifestation interdite. Dites plutôt manifestation interdite. Parce que l'opposition dit manifestation pacifique, mais une manifestation pacifique est interdite. Il fallait ajouter ça. Vous savez, le problème qui se pose au Togo, c'est ce que je dis. On est beaucoup plus dans l'activisme. C'est comme nous étions en 1990,
où des gens faisaient ce qu'on appelle souvent attiquer. Vous savez ce qu'on appelle attiquer? Attiquer, c'est que quand vous voulez aller en France ou en Europe et que vous ne savez pas par quel moyen passer et qu'il y a des troubles dans votre pays, moindre chose, vous profitez et vous prenez des photos. Vous êtes peut-être un responsable politique ou un militant. Vous prenez des photos, vous dites que non, on vous menace dans votre pays, on caillasse votre véhicule, et vous voyez. Et puis les Blancs, comme ils n'ont jamais vu de telles scènes, les Blancs du sein des nations, comme ils n'ont jamais vu de telles scènes, quand ils voient ça, ils sont un peu émus et vous donnent le visa. Donc, les opposants se comportent de la sorte, au fait. C'est ce que Éric Dupuy aussi avait fait entre-temps en disant Fonia Singha a demandé à Yann de l'assassiner. C'est extraordinaire. Et puis Jean-Pierre Fabre aussi qui dit, qui parle de tentative d'assassinat. Et qui va porter plainte contre X, on ne sait pas. Oui, qui porte plainte contre Y ou Z, ça les engage. Parce que si on veut les assassiner, monsieur Achiraf, si on veut les assassiner, est-ce que c'est à la plage ou c'est dans les manifestations qu'on va les assassiner? Je ne voudrais pas dire qu'ils parlent comme des enfants, excusez-moi, mais si on veut les assassiner, c'est comme ça qu'on va les assassiner. Mais écoutez, face à un pouvoir, personne ne représente quoi que ce soit face à un pouvoir. Vous, Achiraf, si on veut vous assassiner, on n'aura pas besoin de tirer, de brandir une arme sur vous, de braquer une arme sur vous pour vous tuer. Il y a plusieurs moyens pour tuer quelqu'un. Surtout quand on est un pouvoir. Il y a plusieurs moyens. Ils ne mangent pas, ils ne vont pas dans les restaurants, ils ne dorment pas, ils n'ont pas de chauffeur, ils n'ont pas de cuisinier. Donc si on veut les atteindre, ce n'est pas à la plage ou publiquement qu'on va les assassiner. Déjà, on va le tuer, puis on ne connaîtra jamais l'auteur de cet assassinat. Oui, Fermé, ce que nous avons vu mercredi, c'était très grave. Oui, c'est grave, bien sûr. Mais qui ne parle pas de tentative d'assassinat? C'est parce que si on veut les assassiner, on va les assassiner facilement. Est-ce que vous comprenez? Si on veut les assassiner, si le pouvoir, lui, veut assassiner Jean-Pierre Fabre, écoutez, c'est là-bas il va l'assassiner. Si le pouvoir voulait l'assassiner, on allait l'atteindre. On allait l'atteindre le jour et puis c'est fini. Plus personne n'en parlerait. Mais qui ne disent pas qu'on veut... Écoutez, le fait de dire tentative d'assassinat, c'est comme... Pour moi, c'est tombé un peu bas. Il faut sortir de ce discours. Pour toujours brandir cela à la communauté internationale, qu'on veut nous assassiner, qu'on veut faire ceci. Depuis 1990, on parle de barbarie, on parle de barbarie. Vous n'avez que le même discours. Et vous ne voulez pas changer pour faire une politique beaucoup plus sérieuse, une politique beaucoup plus pragmatique. Si le pouvoir veut les assassiner, ce n'est pas là-bas. Il faut sortir de ce discours-là. Je pense que c'est ce qu'eux-mêmes voulaient. Et le pouvoir leur a montré. C'est ce qu'eux-mêmes ils voulaient. Ils voulaient qu'on caresse peut-être un peu leur vécu, pour qu'ils disent qu'il y a barbarie au Togo, pour qu'ils disent qu'il y a ceci au Togo et tout ça. Ça sert à quoi? Regardez, M. Achiraf. Mais Firmin, vous êtes sérieux là? Lorsque vous voyez la vie d'une personne est en danger? Je vois la vie d'une personne en danger. Je n'ai pas dit que la vie de Jean-Pierre Fabre n'est pas en danger. Mais je me dis, il y a un problème, c'est un problème de terminologie. Que les gens ne jouent pas sur l'émotion, que les responsables politiques ne jouent pas sur l'émotion des Togolais, en disant qu'on veut les assassiner et pour avoir plus de popularité. Et je dis simplement, je répète, si on veut assassiner Jean-Pierre Fabre, est-ce que c'est une question de minutes? Si on veut assassiner les opposants, qui peut quoi face à un pouvoir? Qui peut quoi face à un pouvoir? Vous avez vu, vous connaissez Bodjouna, Pascal Bodjouna? Vous connaissez Pacha Nyasingbe? Le jour où on a voulu les arrêter, on les a arrêtés. Si le pouvoir décide de quelque chose, il va le faire. Si le pouvoir voulait les assassiner, il pouvait les assassiner. Donc ils ne disent pas que tentative d'assassinat. Le pouvoir voulait leur montrer qu'il est toujours prêt à tout. Donc qu'ils ne disent pas qu'on veut les assassiner, qu'ils changent de discours ou qu'ils changent de disque. Parce que c'est ce qu'Éric Dupuy a fait à un moment donné. Qu'il change de discours. Parce que le pays va avancer. On ne peut plus permettre au pays, ou on ne peut plus fermer le pays et toujours avoir le même discours et empêcher le pays d'avancer. C'est ce que nous trouvons regrettable. Ce que moi je trouve regrettable. Regardez, on a fait les manifestations. On a sérieusement bastonné les gens. On a fait les manifestations, on a lancé des gaz lacrymogènes. On a fait les manifestations, on a emprisonné, on a arrêté des gens. Ça sert à quoi tout ça? Ça a changé quoi? Est-ce que ça a empêché Fonia Singbe de boire son champagne ou de siroter son vin? Est-ce que ça a empêché Fonia Singbe de dormir? Ça a empêché les ministres de manger à leur faim? Ça a donné quoi à qui? Ce sont les pauvres populations qui ont été touchées.
Et c'est ce que nous déplorons. On peut éviter tout ça et aller à un dialogue beaucoup plus sérieux. C'est-à-dire, on ne peut pas aller à un dialogue demander à ce que le président de la République lui démissionne, qu'on prenne sa place. Ce n'est pas, nous ne sommes pas dans une situation de guerre ou une situation de crise profonde où les institutions ont essayé ou ont cessé de fonctionner. Écoutez, il faut changer de discours, il faut changer de disque. Sinon, c'est la population qui paie. Moi, c'est tout ce qui me fait mal dans cette histoire. C'est tout ce qui... Parce qu'on blesse des gens pour rien. On a bastonné des gens pour rien. On a bastonné des gens... On a cassé le véhicule de ses opposants pour rien. Ça sert à quoi? Quel est le résultat? Voilà, c'est la population qui en pâtisse. Nous allons revenir sur ce sujet puisque l'économie aussi, nous allons aborder cette question. Mais une nouvelle manifestation samedi et aujourd'hui, Djeri Tama du parti Nouvel Engagement Togolais qui organise une conférence de presse en coordination avec le PDP et le CCP. Oui, l'opposition qui dit qu'elle veut encore manifester. Vous savez, demain, il y a un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Ça veut dire que toute la journée d'aujourd'hui, des chefs d'État de la CEDEAO seront à Lomé. C'est un honneur pour le Togo. Ça veut dire qu'au-delà de ça, nous avons toujours une visibilité. J'ai l'habitude de dire qu'il y a des gens qui essaient de réussir. C'est un grand dictateur qui a régné sans partage pendant 8 ans, mais qui a essayé de faire quelque chose de remarquable. Deux choses. Il a essayé de construire la paix au Togo et il a essayé de construire une diplomatie ou de donner une certaine visibilité au Togo à l'international. Et quand on parle de la CEDEAO aujourd'hui, on ne peut pas parler de la CEDEAO sans le Togo et le Nigeria. Donc c'est quelque chose de formidable. Et aujourd'hui, le Togo est en train d'être connu à l'international. Aujourd'hui même, nous avons appris hier que le Togo a réussi à intégrer le programme Compact with Africa du G20, donc qui va permettre, qui va accroître l'investissement privé au pays. Et quand on parle d'investissement privé, il y aura beaucoup plus d'emplois, beaucoup plus de consommation, beaucoup plus de croissance. Nous allons en parler peut-être dans la deuxième partie de cette émission. Les chefs d'État seront là, mais l'opposition va encore vouloir manifester, va vouloir sortir des gens. Et vous savez, sur ce point, je vais demander aux Togolais de rester chez eux. Je vais demander à ceux qui nous écoutent de rester chez eux. Parce que le gouvernement va tout faire pour assurer la sécurité de ces chefs d'État de la façon la plus sérieuse. Si quelqu'un sort, il se peut qu'on le tape. Parce que les chefs d'État étrangers seront là, dans notre pays. Et donc, si l'opposition dit, hier, Mme Madiango disait, si ils ne sont pas sortis, jeudi, c'est pas, oui, c'était jeudi, oui, jeudi, c'est pas, ils n'ont pas, ce n'est pas parce qu'ils, c'est pas parce qu'ils ont capitulé, mais c'est pour se reposer et se préparer pour demain. Pour demain, pour la mobilisation de samedi. Et ça, c'est grave, c'est envoyer des gens quoi, à l'abattoir. C'est ce que je trouve. Écoutez, pourquoi ils font ça? Pourquoi? Ils font ça, c'est pour sacrifier les gens, pour que le sang coule dans ce pays, pour que les gens meurent gratuitement. Quand vous savez que les gens que vous avez en face, que les gens que vous avez en face sont des gens qui ont tout, et vous envoyez les populations civiles, même face à ces gens-là, c'est grave. C'est grave. Demain, on va essayer d'assurer la sécurité des chefs d'État, dont Lomé sera bien quadrillé. C'est-à-dire qu'il y aura la sécurité de la façon la plus sérieuse. Dans les quartiers de Lomé, dans les quartiers du Togo, dans les rues du pays, dans les villes. Et donc, ça sera encore plus sérieux. Je vous dis, ce pays-là, ce régime-là est trop sérieux, surtout sur le plan sécuritaire. S'il vous plaît, ceux-là qu'on va encore appeler, à qui on va demander de sortir demain pour manifester, s'il vous plaît, faites attention, parce que c'est votre vie qui en dépend. Sinon, puisque la manifestation est interdite, quand vous sortez, ça vous défiez l'autorité, vous allez à l'encontre de l'autorité, de la décision de l'autorité, et donc on peut facilement taper les gens, on peut facilement frapper, bastonner les gens. Sérieusement, s'il vous plaît, Togolais, restez chez vous. Parce que quand vous allez sortir, ce n'est pas ça qui va faire partie. Quand vous allez sortir, ce n'est pas ça qui va changer votre quotidien. Demain, on soutiendra un sommet extraordinaire et ce sera sous haute sécurité. Restez chez vous si vous ne voulez pas être bastonné. Le Togo, c'est un pays trop sérieux sur le plan sécuritaire. Quand on vous demande de sortir, si vous-même, vous voulez être bastonné, si vous voulez qu'on vous caresse, si vous voulez qu'on vous basse... Oui. Écoutez, les gens qui sont sortis,
les gens qu'on a arrêtés, est-ce qu'ils ne voulaient pas être... Je me dis qu'ils voulaient être arrêtés. Je me dis qu'ils voulaient qu'on les bastonne, qu'on les caresse un peu. Sinon, quand le gouvernement interdit une manifestation et que vous sortez, ça vous allez à l'encontre de la décision du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Vous savez, il y a ce qu'on appelle État. Et quand je le dis toujours, il y a ce qu'on appelle État. Même l'État est plus puissant que Fonia Singbe. L'État est plus puissant que Pascal Bodiou. Cette opposition-là, elle est encore en train de rater sa chance. Donc, qu'elle n'envoie pas les Togolais à l'abattoir, qu'elle n'envoie pas les Togolais pour qu'on les bastonne. On va encore bastonner les gens. Plusieurs personnes ont été bastonnées sérieusement. D'accord, Filmé, nous allons évoluer, nous sommes un peu contre le temps. Et un petit mot sur la conférence de presse de Djeri Tama. Vous savez, Djeri Tama a fait une proposition extraordinaire. Et je l'ai lu avec intérêt. Quand il dit il faut qu'on en finisse. Il faut qu'on en finisse avec tout ça. Il dit si l'opposition veut faire une révolution pour prendre le pouvoir, donc qu'elle la fasse et puis elle prend le pouvoir et tout le monde va applaudir. Et il a dit, et tout le monde va applaudir les vainqueurs, c'est ce qu'il a dit. Il dit, mais si vous n'avez pas les moyens de faire la révolution, donc restez chez vous et respectez ce qu'il y a, le minimum qu'il y a. Et il dit, au pouvoir, il faut qu'en réalité, le pouvoir mette en place une constituante, une équipe qui va réfléchir sur une nouvelle constitution, et pour qu'on ait une nouvelle constitution et on organise les autres élections et autres. Ou soit on met en place une équipe qui va réfléchir sur les réformes profondes d'affaires. Il faut que le pays évolue. Parce qu'on ne peut pas bloquer le pays pour des choses comme ça. Il faut qu'aujourd'hui que le Togo évolue. Le Togo doit évoluer. Il y a des gens qui veulent venir investir au Togo. Il y a des gens qui veulent venir. Il y a des gens qui entendent parler du Togo. Nous avons une diplomatie vraiment agissante où des pays de l'Asie sont en train de connaître le Togo. Quand un chef d'État est président d'une organisation régionale, mais c'est le monde entier qui est au courant. Donc, à travers la présidence de Fonia Singbe, de la CEDEAO, il y a beaucoup de pays qui ne connaissaient pas le Togo, mais qui connaissent aujourd'hui le Togo. Il y a des pays aujourd'hui qui connaissent le Togo. Donc, il y a des investisseurs indiens, asiatiques qui vont vouloir investir dans notre pays. Regardez l'énergie solaire avec la conférence de l'Inde entre-temps. Il y a beaucoup qui voudraient investir. Donc, il faut éviter ces genres de choses pour que le pays évolue. Ce que Djeri Tama dit, c'est quelque chose d'intéressant. Il va falloir aujourd'hui que d'autres acteurs s'invitent sur la scène politique togolaise. Parce que la C14 a montré en réalité toutes ses limites. La C14 a montré toutes ses limites. Alors qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vraiment parler du Togo. Il y a Djeri Tama qui n'est pas témoin. Djeri Tama, c'est un ancien candidat à la présidentielle de 2015 qui a eu à proposer, qui a eu à faire face à Fonia Singbe. Djeri Tama, c'est un ancien candidat à la présidentielle. Donc Djeri Tama, c'est un sincère, c'est un ancien officier. Donc il peut proposer quelque chose. Il y a CPP, Dedem Kodjo, ancien premier ministre. Il y a Francis Ekon qui aujourd'hui assure la présidence. Il y a Kagbara aussi, qui n'est pas des gens qui peuvent toujours dire. Il ne doit pas laisser les autres parler. Entre-temps, la C14 avait invité d'autres Togolais de la société civile à se prononcer sur les questions politiques. Maintenant, il va falloir aujourd'hui que d'autres Togolais, d'autres acteurs politiques, même Alia Dome Kodjo et autres, l'UFC et autres, qui se prononcent ensemble sur la situation politique togolaise, parce que ça ne va pas. Que la C14 est en train de monter ses faiblesses et elle est toujours dans l'activisme. Maintenant, on veut des gens qui peuvent vraiment faire de la politique, faire la négociation sérieuse, proposer des choses sérieuses pour que le pays puisse avancer. Parce que les gens veulent que ce pays-là soit bloqué pour que du jour au lendemain, 2 mois, 3 mois après, qu'on dise encore que les recettes fiscales ont baissé de 40%, que les choses ne marchent pas et ils brandissent ça. C'est extraordinaire. Mais quand on parle de votre pays à l'étranger et vous le peignez en noir et vous vous en félicitez, je pense qu'on n'aime pas ce pays. C'est compris une chose, il y a beaucoup qui n'aiment pas ce pays. D'accord, Filmé, je pense que nous allons toujours évoluer et cette fois-ci nous passons de la politique à l'économie, mais toujours nous allons rester dans l'ancrage un peu de la politique puisque aujourd'hui on parle de l'endettement du Togo qui est baissé qui est de 82%, qui est allé maintenant à 71%, mais toujours inquiet parce que nous avons vu depuis le début de cette semaine le séjour du Fonds monétaire international qui a fait également la deuxième revue triennale et qui a parlé également de l'influence des mouvements sociopolitiques. D'accord, je vais commencer avec la dernière question qui est intéressante. Vous savez, du moment où les recettes fiscales ont baissé, le Fonds monétaire international a parlé de la croissance qui devrait être en réalité de 5,5%
5% en 2017. Mais au final, ce qui a été de 4,4%. Ça veut dire seulement que, n'oubliez pas que les recettes fiscales ont baissé les 6 derniers mois ou les 4 derniers mois, les recettes fiscales ont baissé de 40%. Et quand les recettes fiscales baissent, ça veut dire que l'argent n'a pas fondamentalement circulé dans le pays. Ça veut dire que les investissements ont chuté. La croissance, c'est quoi? La croissance, je l'explique de façon... La croissance, c'est quoi? C'est investissement et la consommation. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent investir dans le pays. Et quand on investit, on embauche. Ouais. On embauche. Le pays. Oui, on embauche. Il y a plus d'emplois. Mais là, quand il y a plus d'emplois, les gens ont de l'argent et peuvent facilement consommer. Donc, il y a plus de consommation et il y a la croissance. Donc, le fait que les investissements ont baissé, le fait que les gens n'aient pas ouvert leur boutique, les gens, la liquidité n'a pas tellement circulé, les petites affaires n'ont pas marché. Donc, tout cela, ça a impacté négativement la consommation. Donc, les Togolais se sont appauvris en 3, 4, 5 mois. Donc, naturellement que ça puisse impacter négativement la croissance qu'on voulait à 5%. Donc, sur ce point, c'est ce qu'on peut dire. Les recettes ont baissé, les investissements ont baissé, la consommation a baissé. Donc, ce n'est pas une bonne chose. C'est ce que le FMI essaie de démontrer. L'autre chose qui est vraiment un grand effort, ou que c'est comme ça que je le qualifie, le taux d'endettement du Togo qui était à 82% en 2016, et fin 2017, ça a baissé de 11%. Mais 10 points en un an. Non, c'est un effort qu'il faut saluer. Et je pense qu'au cours de cette revue, le FMI a félicité un peu les efforts du gouvernement. Oui, c'est un effort c'est un effort. Parce que c'est extraordinaire. Vous imaginez que quand on prend le budget du Togo aujourd'hui, on prend 35% pour régler les dettes. Donc, on n'a que 65% pour gérer tout le pays. Donc, les 35% ont servi à régler les dettes et le gouvernement a fait cet effort-là pour que ça diminue, ça baisse de 10%. Ça veut dire, dans cette année-là, le gouvernement a essayé de régler les dettes, le gouvernement a essayé d'assainir un peu les finances publiques, de faire un peu plus de transparence pour avoir un peu plus de liquidité, pour pouvoir régler les dettes. Et ça a baissé. Je pense que c'est un grand effort et on peut applaudir le gouvernement des deux mains sur ce point-là. Mais la question qu'il faut aujourd'hui se poser, c'est que il faut se demander ce qui avait engendré cette situation. À part des facteurs. Oui. Ce qui avait engendré cette situation d'endettement sérieuse du Togo. Vous savez, au début de 2005, quand le général Léa Dema est mort, tous les indicateurs étaient au rouge. Vous savez que la coopération avec l'Union européenne, ça n'existait plus. Le FMI, la Banque mondiale, tout cela, ils avaient disparu. Ils avaient Alors, quand le Front d'Assimi est arrivé au pouvoir, il a voulu en réalité tout faire en même temps. C'est-à-dire, il avait besoin d'argent pour construire de nouvelles routes, il avait besoin d'argent pour lancer les projets sociaux, les projets et relancer les activités économiques dans le pays, alors qu'il n'avait pas d'argent pour faire tout ça. Donc, il y avait une condition qui lui avait été posée, donc vous organisez, vous signez un accord politique global et après on fait les élections législatives. Au lendemain des législatives de 2007, moi je me rappelle qu'à l'époque, il y avait les institutions de Bretton Woods qui s'étaient dépêchées sur le terrain, il y avait le FMI, la Banque mondiale qui était venue et beaucoup avaient accepté prêter de l'argent au Togo à l'époque. Maintenant, quand les Occidentaux, ils sont extraordinaires. Ces institutions sont extraordinaires. On dit, si on peut vous prêter de l'argent, donc il va falloir qu'on maîtrise un peu les conditions. Voilà, vous devez montrer votre degré de solvabilité. La solvabilité, c'est quoi? C'est que quand vous venez me demander 10 000 ou vous me demandez 100 000 francs, par exemple, vous me dites, passez-moi 100 000 francs, je dois m'assurer que vous êtes solvable. C'est-à-dire, d'ici 2 mois, 3 mois, vous serez capable de rembourser. C'est ça qu'on appelle la solvabilité. Donc, on dit au Togo, est-ce que vous êtes solvable? Ok, vous avez des richesses, vous avez ceci. Maintenant, vous devez assainir les finances publiques. Vous devez lutter contre la corruption. Vous devez, pendant ce temps, vous ne devez plus augmenter les salaires. Vous devez faire ceci, vous devez faire ça. Vous devez contrôler, vous devez réduire considérablement les dépenses publiques. Et quand vous arriverez à faire ça, vous allez être admis au PPTE, pays pauvre très endetté. Donc le gouvernement s'est engagé à faire des efforts pendant des années, jusqu'en 2010, a fait jusqu'en 2009, 2010, jusqu'à 2009, pour assainir les finances publiques, pour que les investisseurs puissent se retrouver dans la politique togolaise. Et en 2009, 2010, 2011, le Togo a été admis au PPTE. Ça veut dire simplement que le Togo est devenu un État solvable. Pays pauvre très endetté, on vous prête beaucoup d'argent,
Mais en retour, c'est que vous devez essayer les finances publiques, vous devez engager le pays sur la voie de la transparence. Vous ne devez plus dépenser votre argent n'importe comment. On gère votre argent. C'est ça qui est grave au fait. Vous savez, ceux qui manifestent aussi sur le plan social doivent comprendre ça. Si le gouvernement n'arrive pas à augmenter les salaires, c'est parce qu'il y a des engagements en fait. Parce que quand vous êtes pays pauvre, très endetté, vous ne devez pas du jour au lendemain vous lever pour augmenter les salaires. Parce que vous avez des dettes à régler. C'est la même chose qui est en train d'arriver à la Grèce. La Grèce, une partie des sous de la Grèce est gérée depuis une banque du Luxembourg. Donc, quand la Grèce fait son argent, elle vient déposer et ceux-là, ces créanciers viennent puiser leur part avant que le reste ne retourne à la Grèce. Donc, c'est la condition qui a été posée au Togo. Vous devenez pays pauvre, très endetté, mais nous devons contrôler une partie de nos finances. Donc, quand l'argent vient comme ça, donc on prend une partie, les Occidentaux ou les institutions de Bretton Woods viennent prendre leur part avant que le peuple ne soit resté au Togo. Oui, mais en ce sens, est-ce qu'on ne pouvait pas trouver une alternative pour pouvoir essayer d'équilibrer un peu les choses? Non, quelle alternative vous allez trouver l'argent où? Puisque vous ne pouvez pas vivre sans la dette. Vous ne pouvez pas vivre sans les autres. Vous ne pouvez pas vivre sans les institutions de Bretton Woods. Donc, c'est la seule condition, c'est de s'endetter et d'accepter, respecter les engagements pris auprès des bailleurs. Donc, Fonia Singbe, il a à faire tout cela et il s'est endetté. Mais le problème du Togo, c'est quoi? Retenez-le très bien. Le problème du Togo, c'est que le Togo s'est massivement endetté. Maintenant, quand il s'endette comme ça, il faut qu'il investisse dans des secteurs porteurs, des secteurs qui pourraient faire tourner l'économie togolaise, pour pouvoir faire de l'économie et pouvoir rembourser. Mais le Togo a massivement investi dans la construction des routes. Quand vous investissez dans la pierre, vous voulez quoi comme résultat? Vous voulez quoi comme argent? Donc le Togo a sérieusement investi dans la construction des routes. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire tourner l'économie? Alors que si par hasard, le Togo prend de l'argent, investit une partie dans la construction des routes, investit une partie dans des secteurs porteurs ou dans des projets sociaux, dans des projets économiques, pour faire encore tourner l'économie, je pense que la situation n'allait pas trop peser sur nous et le taux d'endettement n'allait pas. Pays pour très endetté, le taux d'endettement était à 40 et quelques 50%. Donc en un temps record, ça a évolué jusqu'à atteindre 82%. Est-ce que c'est une mauvaise gouvernance? Oui, écoutez. Vous savez, Fonia Singbe a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit une minorité s'accapare les richesses du pays. Et vous imaginez que Fonia Singbe a fait, je ne dis pas que c'est lui qui a fait, mais c'est que sous lui, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont enrichies en un temps record. C'était le contraire sous Eyadema. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont enrichies sous Fonia Singbe. Regardez, il y a aussi un plan de 26 milliards qui disparaissent, qu'on ne maîtrise pas, dont on ne sait même pas où est-ce que ces 26 milliards sont passés. On dit 600 millions ont disparu. C'est passé où? Et la faute est à qui? La faute est à qui? Du moment où le président togolais parle de minorité qui s'accapare les richesses du pays, ça veut dire ça qu'il y a corruption. Quand on s'accapare de quelque chose, ça veut dire la chose ne vous appartient pas. On appelle ça comment? On appelle ça comment? C'est une corruption. C'est une corruption. Soustraction frauduleuse, c'est comme ça on appelle le vol. Quand vous accaparez quelque chose qui ne vous appartient pas, c'est le président togolais qui le dit. Donc ça veut dire sous lui, il y a une minorité, il y a la corruption. Donc on a beaucoup emprunté, mais cela n'a pas servi à des choses intéressantes, des choses beaucoup plus porteuses, des choses beaucoup plus productives. C'est le problème togolais. Mais aussi, il faut retenir ça. Ça, c'est pour le gouvernement. Au niveau de la population, c'est une des choses importantes qui appauvrissent la population togolaise. Vous connaissez laquelle? C'est que les Togolais, ils investissent aussi beaucoup dans la pierre. Les gens vont prendre 10 millions à la banque pour venir construire. Et maintenant, quand on construit, vous venez rester dedans. Ça ne produit pas. Vous pouvez aller prendre 10 millions et venir investir et faire tourner l'économie et vous gagnez. Et l'État gagne. Les gens vont prendre 5 millions, ils vont construire et maintenant avec des maisons inachevées. Et ça reste là-bas 5 ans, 10 ans. Ça veut dire que vous immobilisez 3 millions comme ça. Donc ça, ce sont des choses qui appauvrissent le pays. Et le gouvernement fait des choses pour appauvrir le pays. Et les populations aussi contribuent à leur propre appauvrissement. Donc le Togo a emprunté de l'argent, mais n'a pas investi ça de la façon la plus conséquente. Regardez, il y a des projets qu'on a connus. Il y a le projet FNFI, il y a le projet Pradeb, il y a ces projets-là. Mais écoutez, est-ce qu'on fait
comment dire, est-ce qu'on fait l'évaluation sérieuse de ces projets-là? Ça rapporte quoi? Vous imaginez qu'on a emprunté, on a donné de l'argent aux gens, des gens sortent de l'université, des gens sortent et puis on leur donne de l'argent, on dit allez investir, l'État veut suivre, des gens sans formation et tout ça. Vous voulez qu'ils les gens ont pris de l'argent, mais ces sous-là ont disparu parce que ce ne sont pas des gens compétents sur le plan affaires et vous leur remettez de l'argent. Donc il y a toute une mauvaise. Qui s'occupe de ça, oui, il y a un cabinet, vous savez, mais il faut de la formation. On a eu de l'argent, mais cet argent n'a servi à rien. Il y a des gens qui s'en ont accaparé, parce que c'est le président même qui l'a dit, il y a des gens qui s'en ont accaparé, il y a 26 milliards et d'autres, c'est au moins ça, 26 milliards qu'on connaît, mais il y a d'autres, il y a d'autres sous qui ont disparu. Donc, c'est ça même qui a aggravé la situation. On a eu de l'argent, mais on ne l'a pas bien utilisé, on n'a pas bien dépensé, il y a eu de la corruption, on a investi dans la construction des routes. Et puis le président togolais, il faut dire ceci, il voulait tout faire en même temps. Il y a les routes d'un côté, il y a les bailleurs qu'il faut faire revenir, il y a aussi la CBJ, on a dépensé la CBJ, il y a tout un tas de choses qu'il faut faire à la fois. Et ce qui fait que la dette, des fois, qu'est-ce qui s'est passé, ou qu'est-ce qui se passe, on s'endette pour régler encore des dettes. Et ce qui fait que le taux d'endettement a augmenté. On s'endette pour régler les dettes. Mais n'oubliez pas que le taux d'endettement dans la zone CEDEAO, c'est 39, 38, dans la zone moyenne, c'est 38, quelque chose. Dans la zone CEDEAO, c'est 39%. Le taux d'endettement. Donc le Togo est en train de faire un effort, mais il va falloir qu'à l'avenir, le gouvernement togolais fasse preuve de transparence sérieuse. Quand le président togolais dit une unité s'accapare à l'échelle du pays, il doit prendre toutes ses responsabilités. Quand le président togolais dit qu'une minorité s'accapare à l'échelle du pays, il doit faire preuve d'exigence. Il doit faire preuve d'encore plus de sérieux dans son entourage, au niveau de son gouvernement, pour éviter aussi les cumuls de postes. Ça, on l'a toujours dit. On ne peut pas avoir une direction de cabinet du président de la République qui est à la fois ministre, c'est ministre de développement de la base de la jeunesse, c'est trop en réalité. Il y a des gens qui ont des cumuls qui cumulent des postes dans ce pays. Tout ça là. Il y a des milliers de jeunes qui sont en chômage. Il y a des milliers de jeunes qui sont en chômage. Vous imaginez que selon le PNUD, il y a le gouvernement togolais où les universités déversent 5 000 jeunes par an sur le marché de l'emploi. 5 000 chômeurs chaque année. Et au même moment, il y a des gens qui cumulent des fonctions. Et au même moment, il n'y a pas la transparence dans la gestion des affaires publiques. Il va falloir que le gouvernement fasse montre de sérieux et de transparence dans ça. Sinon, le pays ne peut pas évoluer. Mais les gens doivent savoir qu'aujourd'hui, le Togo est aussi en train de faire des efforts. Si le Togo a pu intégrer le Compact with Africa du G20, le G20, c'est quoi? C'est les 20 pays les plus riches du monde. Si le Togo a pu intégrer cette sœur-là, ça veut dire que le Togo fait des efforts. Si le Togo aujourd'hui assure la présidence de la CEDEAO, ça veut dire que le Togo fait des efforts. Nous avons une visibilité internationale. Donc nous ne détruisons pas cette visibilité-là. Les gens se demandent quelquefois si nous ne pouvons pas vivre sans la dette. On ne peut pas vivre sans la dette. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Surtout ces dernières années, les pays du monde sont en train de vivre des choses tellement catastrophiques. En France, par exemple, sous l'ère Sarkozy, au temps de la crise, Sarkozy s'est massivement endetté. Lui seul avait fait 600 milliards d'euros de dette. 600 milliards parce qu'à l'époque, il y a beaucoup d'entreprises qui avaient fermé. Les banques n'avaient plus de liquidité. Il fallait de l'argent pour recapitaliser les banques. Quand on parle de recapitalisation des banques, ça veut dire qu'il faut faire venir des liquides, il faut faire venir le capital. Donc, on s'endettait, la France s'endettait pour investir dans les projets sociaux, pour investir dans les entreprises, pour faire tourner l'économie. Mais il y a une chose aussi que nous avons apprise avec ces pays occidentaux. Surtout en temps de crise, il faut réduire considérablement les dépenses publiques. Dans certains pays, on a réduit le salaire des ministres. On a réduit certaines dépenses publiques. Vous pensez que c'est possible au Togo? C'est possible au Togo. On peut réduire les dépenses publiques dans ce pays. On peut réduire même les salaires des ministres, même si ce n'est pas grand-chose. Mais on peut les réduire. C'est pour montrer certains volontés, pour montrer à la population que vous aussi, vous êtes touché par la crise. On peut réduire considérablement les salaires des ministres. On peut réduire les dépenses publiques. Il y a des dépenses qu'on fait, il y a des voyages, tout ça. Peut-être si le président fait des voyages, peut-être il a mené peut-être 120, 800 personnes ou 400 personnes, peut-être pour garder un peu d'argent, pour faire un peu d'économie. On peut réduire le nombre, on peut réduire les dépenses publiques au niveau de la présidence, au niveau des ministères, pour faire évoluer le pays. Parce qu'aujourd'hui, le pays
le Togo a besoin d'argent, pour régler les dettes, le taux d'endettement a baissé de 10 points. Il va falloir que d'ici cette année, jusqu'à la fin de l'année, qu'on baisse encore de 15% pour que le pays puisse considérablement évoluer. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a une crise sociale. Les gens ont faim. Le président n'a plus de le savoir. Si lui mange chaque fois bien, tout ça, ce n'est pas la même chose pour les Togolais. Et tout le monde a faim, les gens ont faim. Il va falloir qu'on relance les activités. Il va falloir qu'on évalue vraiment les projets, les PADAT et autres là. Il faut qu'il y ait de la transparence dans la gouvernance. S'il n'y a pas de transparence, les Togolais vont se fâcher. Nous avons demandé entre-temps que le Premier ministre démissionne. Nous maintenons cela, que le Premier ministre démissionne et qu'on ait un gouvernement. Surtout à la porte des élections, nous soutenons, moi je soutiens. Je demande à ce que ce gouvernement parte, qu'on ait une nouvelle équipe, surtout avec ces opposants qui manifestent, puisqu'ils veulent participer, pas d'organisation unilatérale des élections. Donc, qu'on fasse venir ces opposants-là, qu'ils soient nommés ministres et qu'ils participent ensemble à l'organisation des élections. Merci beaucoup, Firmet Kwabo. Je rappelle que vous êtes journaliste, chroniqueur politique et vous êtes donc notre invité de ce vendredi, comme tous les vendredis. Et merci donc d'avoir accepté notre invitation. Nous avons parlé des manifestations politiques des mercredis et jeudi. Et voilà, une autre manifestation en vue. Et nous avons également parlé de la dette au niveau de l'économie togolaise. Voilà, c'est la fin de cette édition, c'est la fin de ce débat. Merci de l'avoir suivi. Était à la mise en onde Happy Deboué, présentation Ali Achirafa.